Bon, et ben à chaque fois que je ne suis pas chez moi, j'ai l'impression que je rate une course assez exceptionnelle. J'étais aux 24 heures de Spa ce week-end, d'où le décor un petit peu différent, mais ça m'a pas empêché de voir le Grand Prix d'Autriche 2024 et surtout de voir ce qui a pu se passer entre certains pilotes et c'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui bien évidemment. On va continuer ce nouveau format de récap de Grand Prix. Vous avez été nombreux à commenter lors du dernier GP en Espagne, merci beaucoup pour tous vos retours et tous ceux qui ont participé au Hydroprono. On va tout de suite ensemble revoir ce qui s'est passé ce week-end en Autriche et on va forcément discuter de ce fameux duel entre Norris et Verstappen. Bon, comme chaque week-end, du coup, on va faire un petit conseil de classe de ce qui a pu se passer pour la grille. On va commencer avec les félicitations pour Mercedes. Logique, victoire en Autriche totalement inespérée et inattendue. Victoire de George Russell, la première depuis le Brésil 2022. De façon globale, Mercedes a clairement retrouvé du rythme. C'était le cas en Espagne, c'était le cas au Canada et en Autriche, ils étaient encore une fois dans le coup. Ils ont été opportunistes pour prendre la victoire. Ils ont été là au bon moment, au bon endroit. Lewis Hamilton aurait pu être aussi bien placé. Malheureusement, la pénalité l'a pas aidé et les consignes de la FIA et patati et patata. Mais de façon globale, Mercedes est clairement revenu dans le coup et va pouvoir se battre maintenant avec McLaren, Red Bull et Ferrari pour les avant-postes. Et ça, c'est ultra stylé. Deuxième avis du conseil de classe, c'est les félicitations pour Haas. Haas qui passe totalement dans l'ombre de ce qui s'est passé, mais Haas termine avec les deux voitures dans les points. Sixième pour Nico Hülkenberg qui bat Sergio Perez. Sergio Perez avec une Red Bull. Magnussen, lui, termine huitième. Après le Grand Prix d'Autriche, Haas a égalé le nombre de points qu'ils avaient en 2023 en une saison. Donc comme quoi le travail de Hayamo Komatsu fonctionne très bien. Encore une fois, Nico Hülkenberg a prouvé qu'il avait clairement le niveau et était assez rapide pour rester en Formule 1 et franchement absolument rien à dire parce qu'il a très bien géré sa fin de course face à Sergio Perez qui, faut le préciser, avait une voiture totalement détruite à cause du contact avec Piastri. Pour finir ce petit conseil de classe, avertissement comportement cette fois-ci, Alpine, on arrive encore à un stade où on est obligé d'en parler. Petite touchette entre les deux coéquipiers, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Une bataille très rude, très musclée. C'était pas dramatique, d'où l'avertissement comportement. Mais il va falloir se calmer. À la radio, ça a vite chauffé. Esteban Ocon avait aussi eu quelques manœuvres avec Fernando Alonso quelques virages plus tôt. La petite radio de Pierre Gasly, une fois qu'il arrive à dépasser Esteban Ocon par l'extérieur au virage 4, le petit allez ciao, c'est une petite façon de te dire allez, voilà. Il va falloir se calmer les gars, il reste encore la moitié d'une saison et ce serait bête de vraiment détruire la fin de saison d'Alpine qui, mine de rien, pourrait avoir des encouragements parce que ça commence à reperformer. Bon, on va donc parler du week-end en Autriche. On avait donc une sprint, donc on a eu 2 séances de qualification, 2 courses. On va essayer de se concentrer principalement sur la course longue. Déjà, la première chose que je souhaitais évoquer, c'est les pénalités. Vous le savez sûrement, le circuit du coup a été refait, surtout dans le dernier secteur. On a ajouté 2 zones de gravier dans les 2 derniers virages. L'objectif était de réduire et d'éviter le même drama que l'année dernière avec le nombre de track limits qu'on avait pu avoir. Je sais plus c'était combien, 1000 et quelques enquêtes si je dis pas de bêtises. Là, de façon assez logique, le gravier était entre guillemets la limite du coup de la piste parce que si vous alliez mettre une roue dans le gravier, vous étiez forcément derrière la ligne blanche et donc du coup ça permettait de 1 de faciliter le taf des commissaires et de 2 ça permettait aux pilotes d'avoir une vraie limite visuelle et physique. Ça a très bien fonctionné, on a eu beaucoup moins de track limits, on a eu beaucoup moins d'enquêtes, on en a quand même eu quelques-unes, par exemple Oscar Piastri, mais là c'était pas au même endroit. Oscar Piastri en Q3 se fait supprimer son tour pour vraiment absolument rien. Vraiment, ça se joue à quelques millimètres, mais malheureusement, la règle est la règle. La McLaren est derrière la ligne blanche, donc forcément, chrono supprimé. Néanmoins, on a quand même eu quelques petites pénalités ce week-end, et je trouve, en tout cas, de ce que je me souviens, que c'est l'un des week-ends où on a eu le plus d'enquêtes et de pénalités depuis le début de la saison. Par exemple, on a eu la pénalité de Lewis Hamilton, qui là aussi se joue avec une ligne blanche, mais cette fois-ci à l'entrée des stands. Et alors là, waouh, c'est sévère! Honnêtement, c'est très sévère sur Lewis Hamilton, ça se joue à rien. Derrière, pareil, on a eu Sergio Perez qui a été trop rapide dans les stands. Oui, Perez arrive des fois à aller trop vite, ça peut paraître bizarre. Mais Perez, du coup, trop rapide dans les stands, donc pénalité de 5 secondes. On a eu l'accrochage avec Fernando Alonso et Guan Yu Zhou au virage 3 qui a mérité 10 secondes de pénalité pour causing a collision. Et néanmoins, il y en a un qui n'a pas pris de pénalité, ou en tout cas pas tout de suite, c'est Max Verstappen sur l'unsafe release. Alors ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Est-ce que
que la sortie de Verstappen lors de son premier pit stop était vraiment dangereuse. Je suis pas encore totalement sûr de mes propos et je suis pas encore convaincu de ce que je vais dire, mais je trouve que c'est pas si dramatique. Je trouve que comparé à ce qu'on a pu avoir, Verstappen n'était pas si dangereux en sortant des stands. Ce qui rend le move assez surprenant et effrayant, c'est le blocage de roue de Lando Norris dans la pit lane. Alors oui, vous allez me dire, normalement, le pilote dans la fast lane ne doit pas avoir à toucher le frein. C'est la règle, s'il doit toucher les freins, c'est que le pilote qui vient de sortir est sorti de façon dangereuse. Néanmoins, je trouve, alors après c'est que d'hypothèse, mais que si Lando Norris était resté dans la fast lane et n'avait pas voulu directement se rabattre sur la voie des stands, s'il était resté dans la fast lane jusqu'à son box, je suis pas sûr qu'on aurait eu cette situation. Là, j'ai l'impression que Lando Norris a voulu rapidement se décaler vers la droite pour bloquer justement Verstappen, et c'est ça qui a créé un petit peu cette situation dangereuse. Je sais pas si c'est la réflexion que les commissaires ont eue, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de pénalité pour Verstappen. Bon, dans tous les cas, c'est pas arrivé deux fois, vu que sur le deuxième pit, Red Bull s'est loupé et a dû attendre que Lando Norris passe. Et après, Verstappen, il l'a pris la pénalité, mais ça on va en reparler juste après. Bon, la deuxième chose que je voulais évoquer, qui n'est pas forcément en rapport avec la course là non plus, mais sur le week-end global, c'est Ferrari, et précisément Charles Leclerc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi? C'est la crise? Il y a un problème, il y a des tensions en interne. Pourquoi Ferrari ne fonctionne plus depuis la victoire à Monaco? Alors, j'ai ma petite idée, j'ai des raisons, j'ai des preuves et de la data pour comprendre ce qui se passe, mais ça devient très inquiétant la situation dans laquelle Charles Leclerc et Ferrari se retrouvent. Actuellement, Ferrari est la 4e force du plateau, derrière Mercedes, Red Bull et McLaren. Carlos Sainz et Charles Leclerc ne jouent clairement plus les victoires, ne jouent plus les pole positions et essayent de se battre avec McLaren pour terminer dans le top 5. Moi, je m'étais dit, après 2 grands prix compliqués, après le Canada WDNF, le Grand Prix d'Espagne où la perf était pas du tout là, je me suis dit, bon, on va se relancer en Autriche, ça va être le moment pour Leclerc de remarquer des points, de faire un week-end pour se remettre en confiance. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Leclerc a probablement vécu son pire week-end. J'ai jamais vu ça. Il n'y a pas une séance, si peut-être la free practice. La free practice, pourquoi pas, c'est bien passé. Le reste, ça a été catastrophique. Déjà, on arrive en séance de qualif sprint numéro 3 et Charles Leclerc ne fait pas de chrono. Problème d'anti-calage dans la voie des stands. Normalement, l'anti-stall, c'est ce qui vous permet de ne pas caler, sauf que là, le moteur s'est éteint carrément. La voiture s'est totalement éteinte dans la voie des stands. Leclerc n'a pas le temps de sortir et de faire un tour chrono, part donc 10e pour la sprint. Bon, la sprint, elle s'est passée correctement. Il gagne 3 places, il termine 7e. Il devait faire du lift and coast, donc voilà, pas réellement moyen d'aller chercher des positions. On arrive donc en séance de qualification et Charles Leclerc annonce la couleur. Il l'a dit au micro de Canal+, je vais tout tenter afin de trouver un petit peu de performance. Et ben, par tout tenter, il voulait dire manger le gravier. Dans sa dernière tentative en Q3, Leclerc se loupe à la fin du 2e secteur et va toucher le gravier, arrive dans l'avant-dernier virage et a 2 doigts de satelliser sa voiture. Résultat, Leclerc fait du rallycross dans le dernier virage dans l'herbe, abîme le fond plat et détruit le dessous de sa monoplace. Bref, une catastrophe. Voilà, je suis désolé, une catastrophe en termes de performance. On aurait pu se dire qu'en course, ça aurait été mieux. Bah non, forcément. En course, virage 1, il se retrouve en sandwich entre Pérez et Piastri. Pérez qui voit une opportunité à l'intérieur et on peut pas lui en vouloir honnêtement, il se met donc à l'intérieur. À l'extérieur, on a Piastri qui veut enrouler. Piastri referme forcément le virage pour rester dans la trajectoire. Charles Leclerc se retrouve au milieu, ne peut absolument rien faire. Aileron cassé dès le premier tour. Charles Leclerc repart en hard après pour le 2e tour. Ça ne fonctionne pas du tout. Il va se faire doubler par une Williams. Du coup, il rentre au stand pour remettre des médiums. Se prend un tour par Verstappen. Bref, ne termine même pas dans les points pour ce week-end en Autriche. J'arrive pas à me rendre compte et me dire qu'il y a un mois, on était en train de célébrer la victoire de Charles Leclerc à Monaco et que certains se posaient la question en mode est-ce que Ferrari peut revenir jouer le constructeur? Est-ce que le championnat peut reprendre vie? Pas du tout. Alors très rapidement, pour expliquer un petit peu d'où vient ce problème de performance chez Ferrari, si vous ne le savez pas, les dernières améliorations qui ont été amenées sur la Ferrari sur cette saison ont créé ce qu'on appelle du bottoming. Vous vous souvenez sûrement de ce problème. C'est des rebonds tout simplement sur la voiture et ces rebonds avec la Ferrari coûtent énormément en performance. Ce week-end en Autriche, le bottoming, comme on dit, de la Ferrari était estimé à 3 dixièmes dans le dernier secteur. Donc imaginez quand même sur un circuit en Autriche, si vous perdez rien que 3 dixièmes, je vous laisse voir les écarts avec la pole position, c'est énorme. Alors la question c'est comment va être réglé ce problème, parce que c'est un problème qui est apparu et qui n'était pas désiré sur la voiture. Donc forcément il va falloir refaire le développement, essayer de corriger ce problème le plus vite possible et ça, moi j'en ai aucune idée, je ne sais pas quand ça va arriver. Bref, très compliqué pour Ferrari, que j'ai hésité d'ailleurs à mettre dans le conseil de classe. Peut-être que j'aurais pu leur mettre un avertissement aussi performance, mais pour l'instant je leur laisse encore une
dernière chance. On verra à Silverstone ce que ça va donner, mais je me fais pas trop d'espoir. Bon, et puis forcément, sur ce Grand Prix d'Autriche, la chose que vous attendiez tous, c'est le duel Verstappen-Norris, l'accident, le clash des deux amis. Frérot, mais pas trop, comme on dit en Formule 1. Alors ça s'est surtout passé sur la fin de course parce que le début de la course, Verstappen avait pris une vraie avance sur la McLaren qui était en difficulté, mais en l'espace de 10 tours, on a probablement assisté à la fin d'une amitié entre deux pilotes. Tout se passe du coup au 52e tour lorsque Max Verstappen et Lando Norris décident de rentrer au stand pour leur dernier arrêt au stand de la course. Max Verstappen rentre au stand et déjà premier problème, c'est que le pneu arrière gauche ne s'enlève pas. Donc déjà, l'arrêt de Red Bull est lent. Deuxième chose, Lando Norris arrive dans les stands et du coup, Red Bull ne veut pas prendre le risque de refaire un unsafe release et donc laisse passer Lando Norris. On a un arrêt de 6 secondes qui coûte énormément de temps à Max Verstappen. Les deux pilotes partent donc en médium et Max Verstappen effectue un gros blocage de roue au virage 4 sur son tour de sortie, ce qui réduit son avance de 7 secondes à quasiment moins de 2 secondes à la sortie des stands. Au 55e tour, Norris a donc le DRS et l'aspiration. Vous le savez qu'en Autriche, une fois que vous avez ces deux éléments, c'est quasiment impossible de se faire déposer et que vous êtes donc en bataille. Première tentative de Lando Norris qui ne réussit pas à dépasser Verstappen, qui se décale et protège. Norris va à l'extérieur pour éviter au virage 3. Première tentative échouée, mais c'est pas la dernière. Au 59e tour, on a la première tentative de Lando Norris. On appelle un vrai dive bomb, une tentative de dépassement. Lando Norris arrive de très loin, freine à l'intérieur et malheureusement ne va pas réussir à ralentir la voiture. Lando Norris va finir à l'extérieur du virage 3 et ne pourra pas garder la position bien évidemment car la manœuvre de dépassement n'est pas réglementaire. À ce moment-là, on comprend que Lando Norris a appris des erreurs de la veille, là où il avait perdu la victoire en course sprint car trop gentil sur ses défenses et sur ses attaques. Sauf que sur cette tentative-là précisément, c'est clairement pas contrôlé. C'est clairement un tout petit peu too much et il aurait fallu être un tout petit peu plus proche pour avoir une vraie chance de dépasser. À cause de ces tentatives de dépassement et du rythme un petit peu plus élevé que Norris va s'impliquer, il va prendre pas mal de track limits. Et ça, malheureusement, ça tombe pile poil dans sa bataille vu qu'il prend un drapeau noir et blanc, un avertissement, 3 track limits effectués. Le prochain signifie du coup une pénalité de 5 secondes. Donc il part handicapé entre guillemets dans ce duel face à Verstappen. 61e tour, Max Verstappen toujours en tête, du coup continue de défendre et continue de se décaler dans ce qu'on va appeler la zone de freinage. On va en parler juste après. Et là, on arrive au premier dépassement de Lando Norris. C'est au 63e tour. Lando Norris retente un freinage très tardif, se met à l'intérieur sur Max Verstappen. À la corde, ils sont quasiment à hauteur, Lando Norris et Max Verstappen, sauf que Lando Norris ne va pas laisser la place à Max Verstappen pour rester sur la piste, va donc forcer la Red Bull à l'extérieur et logiquement, Max Verstappen va redépasser Norris par l'extérieur de la piste, certes, mais légalement parlant, Norris ne lui a pas laissé la place. Donc aucune raison de rendre la position. Il est là le problème. Si Max Verstappen avait eu un minimum de place pour rester sur la piste, alors Lando Norris aurait récupéré cette position. Sauf que là, encore une fois, le freinage il est très tardif et Lando Norris n'arrive pas à construire proprement sa manœuvre de dépassement. Bon, en même temps, il est face à Verstappen, donc très compliqué. Et on arrive au 64e tour, l'heure du drame. Lando Norris retente une manœuvre de dépassement, est très loin. Verstappen protège l'intérieur. Lando Norris se dit donc qu'il va aller à l'extérieur du virage 3. Max Verstappen se décale sur la gauche, exactement où Lando Norris s'est positionné. Touchette entre Max Verstappen et Lando Norris. Les deux roues arrière des deux monoplaces sont donc crevées. Max Verstappen essaye de rattraper sa voiture et casse l'aileron avant de Lando Norris. Pénalité de 10 secondes sur cette manœuvre pour Max Verstappen pour avoir causé une collision. Ça, on va en parler. Pour ceux qui n'ont pas suivi du coup la fin de la course, Max Verstappen et Lando Norris sont donc rentrés au stand. Lando Norris a abandonné directement car il avait détruit le fond plat en rentrant au stand. Verstappen, lui, a pu repartir et terminer dans les points en 5e position. Ça permet donc à George Russell, Piastri et Carlos Sainz de finir sur le podium, mais on va parler un petit peu de cette pénalité. Très clairement, les 10 secondes sont totalement méritées. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Créer une collision, c'est 10 secondes de pénalité, c'est le règlement, donc on ne peut pas se plaindre de la décision de la FIA. Certains vont dire, ouais, mais cette pénalité arrive trop tard. On ne peut pas non plus pénaliser une bataille. On ne peut pas pénaliser des tentatives de dépassement, des défenses, des freinages. Ça ne se pénalise pas. Au pire, ça peut s'avertir avec un black and white flag, mais là encore, je trouve que c'était pas si dérangeant. Je trouve que les défenses de Verstappen étaient ultra agressives. Je les définirais pas comme dangereuses, mais il faut le dire, on est revenu sur du vieux Verstappen, du hard, soi-disant but fair. Il n'y a pas eu, jusqu'au 64e tour, de coup de roue. Il n'y a pas eu de tentative de mettre l'autre dehors. C'est juste une bataille très musclée qui tourne au drame
drame encore une fois. Sur le coup, je trouvais que la manœuvre de Verstappen était ultra moche en regardant la course en direct. Après avoir revu des replays, il est clairement fautif. Sur toute la bataille, voilà, c'est le pilote le plus agressif, c'est le pilote qui donne le moins d'espace et qui se décale le plus tard, il n'y a aucun doute là-dessus. Je trouve quand même que la touchette entre Norris et Verstappen, c'est quand même un sacré concours de circonstances dans le sens où Verstappen lui a pas mis un coup de roue. Verstappen, sur son freinage, garde sa trajectoire, se met vers l'extérieur. Est-ce qu'il a vu Norris ou pas? Moi, je pense que oui, peut-être que lui dira non. Mais il n'y a pas une vraie volonté de casser la voiture de Norris. Et quand on regarde bien la touchette entre la McLaren et la Red Bull, ça se joue vraiment, mais alors vraiment à pas grand-chose. Moi, la question que je me pose, c'est comment va évoluer cette relation entre les deux? Parce qu'on est sur deux, on va pas dire meilleurs amis, mais extrêmement bons potes. Est-ce qu'on partirait pas sur un Lewis Hamilton, Nico Rosberg? Est-ce qu'on partirait pas sur une amitié qui va se transformer en rivalité pour la suite de la saison? Comme l'a expliqué Norris, pour Verstappen, c'est pas dérangeant d'abandonner ou même de finir 5e parce que oui, au final, Verstappen marque 10 points de plus que Lando Norris. Quand on regarde le classement, Max Verstappen, il est largement en tête. Il n'y a aucun doute là-dessus et lui peut se permettre de prendre ses risques. Là où Lando Norris, bah du coup, n'a que 6 points d'avance sur Charles Leclerc. C'était le vrai moment pour marquer un gros coup et essayer de prendre de l'avance sur la Ferrari. Là, au final, avec la P11 de Charles Leclerc et l'abandon de Lando Norris, bah le vainqueur dans cette histoire, c'est Max Verstappen qui continue de creuser son avantage au championnat pilote. Pareil pour le classement constructeur, mais Red Bull, au vu des performances de Perez, il y avait un gros coup à marquer pour les deux McLaren. Pourquoi pas se rapprocher encore des Ferrari et essayer de rattraper Red Bull? Encore une fois, bah, c'est raté. Voilà, c'est un très bon coup, je suis désolé, de la part de Max Verstappen, que ce soit voulu ou non. Verstappen a entre guillemets réussi son coup. Vous me direz dans les commentaires ce que vous avez pensé des manœuvres de Max Verstappen. Je suis assez curieux, je suis clairement pas choqué et je pense que vous l'êtes pas non plus. Je veux beaucoup de tweets disant que les gens ouvraient enfin les yeux sur ce qui s'est passé en 2021. Je pense pas que ce soit comparable. Là où en 2021 il y avait une vraie volonté de mettre l'autre dehors, là je pense qu'aujourd'hui on est juste sur vraiment un accident de course où Verstappen est responsable. Bref, en tout cas, ces 10 petits tours ont bien régalé et ont bien rattrapé le début de la course qui, ma foi, était pas très intéressante pour un Grand Prix d'Autriche. On s'attendait un petit peu à mieux. Comme d'habitude, on aurait pu parler de plein d'autres choses, mais n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, si j'ai oublié de mentionner quelque chose, n'hésitez pas à parler ou débattre d'un autre sujet. Et pour finir cette vidéo, on va revoir le hydroprono. Je vous avais proposé la semaine dernière de me faire vos pronos. Alors, je le rappelle, le hashtag hydroprono qu'on va vous mettre à l'écran, utilisez-le bien afin qu'on puisse retrouver vos pronos facilement, sinon on va en rater plein. J'avais pronostiqué une pole position de Lando Norris, une victoire de Verstappen devant Lando Norris et Charles Leclerc sur le podium. Et bah j'ai eu tout faux, voilà, probablement le pire prono qu'il y avait dans les commentaires. On a essayé d'en trouver 2-3 du coup. On avait par exemple Psycho qui avait pole position de Max, victoire de Max, Lando Norris 2e, Russell 3e. Ça aurait pu être ça dans un univers parallèle s'il n'y avait pas eu l'accrochage. Je t'avais précisé en plus, je dirais pas Leclerc à cause de la perte de performance dernièrement. Je pense que tu avais très bien compris ce qui allait se passer. Vous étiez quelques-uns quand même à avoir prédit le podium de Russell. Personne, hein, bien évidemment. On avait prédit la victoire de George Russell ou quoi que ce soit. On avait aussi Andrea qui avait mis pole position de Verstappen. Piastri 2e, c'est la bonne position. Au final, Sainz 3e, c'est la bonne position aussi. Il te manquait juste d'avoir George Russell en première position et TT Good. Moi, je vais vous donner mon hydroprono pour le Grand Prix de Silverstone qui sera donc la semaine prochaine, enfin ce week-end techniquement quand la vidéo sortira. Je pense qu'on va partir sur une pole position de Lando Norris à domicile. Maintenant, la question c'est comment va se dérouler le Grand Prix, comment va se dérouler cette bataille. Est-ce que Lando Norris va remporter le Grand Prix de Silverstone? Je ne sais pas. Je vais partir sur une victoire de Verstappen devant Norris et George Russell. Voilà, ça va être mon podium. Oui, j'ai repris le podium. Oui, j'ai repris l'Autriche, exactement. Je pense que c'est les 3 hommes forts actuellement avec les 3 voitures fortes entre guillemets de ces dernières semaines. On est forcément sur un circuit britannique, donc difficile d'imaginer que Russell, Hamilton et Norris ne performent pas. Comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire votre prono et me dire ce que vous en pensez. Et puis on essaiera de voir du coup au prochain récap si certains d'entre vous ont trouvé le bon résultat. N'oubliez pas de mettre le hashtag surtout. Et puis voilà, écoutez, on a fini avec ce Grand Prix d'Autriche. Il y avait pas mal de choses à dire encore. J'ai hâte de lire vos commentaires et j'ai hâte de lire un petit peu vos retours sur ce duel entre Norris et Verstappen. Nous, on se retrouve très bientôt quand je serai rentré pour reprendre les vidéos et reprendre un petit peu l'actu parce qu'il y a pas mal de choses à dire. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.